Bonjour et bienvenue sur les ondes positives, les podcasts des Brainway. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Armelle Desmanges, artiste plurivalente pour parler de son expérience avec l'épilepsie et des liens entre l'épilepsie et l'art. Bonjour Armelle. Bonjour. Alors pour commencer, je voudrais bien vous poser une question générale. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre parcours de vie, comment vous êtes entré en contact avec l'épilepsie et avec l'art? L'art s'est fait bien plus tôt qu'avec l'épilepsie. Il s'est fait quand j'avais une vingtaine d'années, donc tardivement pour moi, et clandestinement parce que j'étais obligée de quitter le foyer familial qui ne voulait pas du tout que je fasse de l'art. Mon milieu dans lequel j'ai grandi ne voulait pas entendre parler de l'art. C'était un milieu culturel, le néant, quoi, chez moi. Donc on veut toujours faire plaisir à ses parents. Enfin, en tout cas, moi, c'était ça. Donc, puis je me sentais phagocytée. Mhm. Et je suis partie. Puis j'ai tenté ma chance pour passer les Beaux-Arts. Voilà, c'était une espèce de d'émancipation, un début d'émancipation. Mhm. Voilà. Euh, et une manière aussi d'être au monde différent, parce que quand on commence à vouloir s'exprimer, un autre moyen que la parole. Enfin, j'aurais pu choisir le chant, mais ça n'a pas été le cas. Mhm. Ça a tout de suite été un besoin d'expression. Et après, pour l'épilepsie, suite à une opération, on m'a enlevé cette tumeur, où la cicatrice, si j'ai bien compris, est restée active. Du coup, vous avez un tumeur dans les cerveaux Ouais. et à la suite de ça, ils vont en diagnostiquer en épilepsie. Voilà. Et vous avez découvert ça comment? Au début, c'était des crises d'oubli visuel. Oui, ça a commencé par des soleils. Je voyais des tas de soleils devant moi, comme des ellipses. Ça tournait très très fort, très très fort. Après, petit à petit, on est allé vers une goutte d'essence traversée par la lumière. C'était comme des grosses gouttes comme ça qui étaient au-dessus de moi, très organique. Ça respirait en même temps. Après, ça a été des pluies d'étoiles bilatérales comme ça. En période de Noël, c'était horrible pour moi parce que j'avais l'impression qu'ils étaient partout, en fait. Et après, j'ai eu autre chose. Ça a été plutôt là, une vision d'un rail comme ça, une vision de chemin de fer, jaune fluo. Et puis après, des couleurs qui viennent s'installer devant moi. Ah oui, je vois une description très artistique aussi de ces crises-là. C'est une sensibilité, hein, c'est une manière d'être au monde, là. Je sais pas si, moi, je savais pas que j'étais une artiste ou pas. C'est que, je sais pas, on vit peut-être les choses plus intensément ou d'une autre manière. J'ai l'impression qu'on se lave les yeux plus souvent. On se lave les yeux. Plus souvent, j'ai J'aime bien cette l'impression. image. Qu'on est plus attentif, en tout cas plus sensible. Et comment ça a commencé du coup cette expression? Qu'est-ce que vous avez bien faire avec votre art? Des sculptures, des dessins? C'est de la matière. Moi, j'aime la matière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer la matière? J'aime différents supports en fonction de mes humeurs. Mais comment ça a commencé? L'art? Alors, c'est très intime, hein. Je crois que c'était un besoin de réparer, un besoin de transformer les choses lesquelles j'étais passée, que je voulais transformer. Et du coup, c'était passé par l'utilisation aussi des objets du quotidien, de votre quotidien, que vous transformez dans une certaine façon, Ouais. ou est-ce que aussi créer de zéro quelque chose que pourrait avoir une vie différente? Alors, je faisais avec la récup. J'ai commencé avec la récupération et j'ai commencé sur le masque, l'identité. Mes toutes premières choses, j'ai récupéré des toitures de zinc et je gardais la ligne de soudure. J'avais une grosse plaque avec une ligne, une frontière. J'aurais aimé les frontières, moi. Et ça a commencé comme ça. J'ai joué avec les lignes, mais surtout le masque. Mes premières sculptures, ça a été le masque. Donc c'était plutôt des bas-reliefs. Je pouvais pas encore faire. Oui, je me souviens d'avoir beaucoup travaillé la ligne, la rythmique de la ligne, que je déplaçais comme ça en fonction des masques, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, cette ligne. Plus de frontières. Donc, oui, c'était le besoin de transformer, le besoin aussi très, très important qu'on retrouve quand même dans la sculpture, c'est de toucher. Voilà.
ce besoin de toucher et d'avoir peut-être cette illusion du contrôle Mhm. qui m'allait si bien pendant longtemps. Contrôle, genre, contrôle du coup sur l'objet que vous faisiez, Oui, sur enfin, quelque chose d'autre extérieur à vous, mais qui d'un côté vous représentez aussi. ouais. Bah, je pense, oui, il y a quelque chose, quand on fabrique quelque chose, il y a toujours un prolongement. Enfin, pour moi, je me le Mm. raconte comme ça, il y a quelque chose que, prolongement de soi, à l'instant T, qui, une fois posé, ne vous appartient plus normalement. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer de ces choses au départ. Maintenant, ça va mieux. Et parce que les frontières aussi, c'était avant. Il y avait la frontière parce qu'il y avait plus des frontières entre vous et l'art que vous faisiez. Et après, c'est disparu cette frontière. Je pense que là, c'est comme une manière cyclique. Je vois les choses, on revient toujours, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui entrave. Ce que j'appelle soit des ruptures, on est chargé de des entraves qu'on va Mhm. soit laisser nous manger, soit dépasser. Parce que la vie, c'est ça. Enfin, je ne dis Mhm. pas que c'est que ça, mais la vie va jamais dans notre sens non plus. Et c'est ce qui peut être drôle aussi, parce qu'on s'en sort. C'est Mhm. ce qui fait aussi qu'on est tous des artistes de la vie, quoi. Ouais. Et du coup, comment c'était pour vous dans tout ça, dans votre aussi découverte de l'art, découverte de la vie, de être diagnostiqué d'épilepsie? Est-ce que peut-être vous avez eu peur de ne plus être capable de faire ce que vous faisiez avant et dans la vie quotidienne et aussi dans votre pratique artistique? Alors, j'ai jamais eu peur. Par contre, ce qui est fou, c'est que la douleur renforçait mon travail. C'était une manière de m'épuiser, de chercher à épuiser la douleur et de rester en vie aussi. Et puis plus je me suis approchée de l'échéance, c'est-à-dire le fameux grand mal que j'ai fait en novembre 2011, le 13 novembre, plus je me rapprochais de cette période, les manifestations lumineuses se sont posées. Et plus les manifestations lumineuses m'envahissaient, plus mon travail était fort. Et ma manière, parce que je fais un peu du tissage, là j'étais dans le tissage, ma manière de tisser est venue de plus en plus serrée. Plus en plus serrée. Les formes que je faisais étaient de plus en plus fermées. Mhm. C'était ma manière de contrôler, le peu que je pouvais contrôler, c'était ça. Et aussi, c'était une manière aussi de dupliquer plus facilement. Puisque je ne pouvais plus me laisser aller, la douleur me demandait enfin, me demandait un effort considérable de l'autre côté, mais la création m'a permis de rester solide Mhm. face à un mauvais présage, parce que tout ça, moi, je savais pas ce qui m'arrivait avant que je tombe complètement. Donc le grand mal, il a commencé par une, euh, une goutte d'essence transpercée par de l'eau, du soleil, de la lumière. Elle a grossi, et là, j'ai vu toute ma famille, quoi. Ça, je m'en souviens, et c'est encore présent, l'émotion que ça a lâché, où j'étais heureuse. J'avais réconcilié ma famille. Et puis après, je suis tombée, quoi. Ça a été le noir. Je me suis réveillée à l'hôpital. On m'a dit que j'avais une tumeur. Moi, je crois que je voulais pas l'entendre. Là, je voulais rentrer chez moi. Mhm. Et puis après, ça a été très vite. J'ai été opérée un mois après. Les crises en même temps étaient présentes avant. Et ça, j'ai fait un dessin de moi à l'époque où on m'enlevait la cerise parce que j'avais une tumeur qui était grosse comme une cerise. C'était moi là, après l'opération. Et je l'avais matérialisé où je m'enlevais la cerise. Et depuis, voilà, j'ai des choses qui s'ajoutent. Du coup, ça, c'est vraiment un niveau en plus. C'est l'invitation de l'épilepsie. Ouais, ouais, elle venait me chercher. Et du coup, j'étais hypnotisée, hein. Je suis toujours d'ailleurs. Mhm. Ça, du coup, ça ramène à ma prochaine question. Ouais. Est-ce que justement l'épilepsie ou les crises d'épilepsie, outre que ça, du coup, parce qu'on voit déjà une influence de l'épilepsie Ouais. dans la pratique artistique, est-ce que ces crises, l'épilepsie en général, ils ont influencé les couleurs, la choix artistique Complètement, il y a eu déjà cette fameuse semaine avant qu'on me découvre la tumeur. Donc, ça a été une semaine de douleur. J'étais en coloc, je me souviens. Et en fait, mes colocs me voyaient
j'avais mal à la tête, 7 jours de maux de tête. Et parallèlement, j'avais besoin de créer. Donc j'ai fait mon mauvais présage parce que ça faisait 6 mois, 7 mois que j'avais un mauvais présage. Et donc j'ai accouché de mon corbeau parce que le corbeau, je les voyais partout. Et je me disais, il va arriver quelque chose. Mais je pensais pas qu'il allait m'arriver quelque chose à moi. Je pensais qu'il allait arriver quelque chose à mon frère. Mais le corbeau a été une manière de poser toute cette semaine, tous ces 6 mois d'angoisse. Et puis aussi, je pense que la personne que je suis avait besoin de retranscrire de toute façon. Donc ça a commencé, les dessins, les formes, les couleurs ont changé pas mal. Ils sont devenus très, très criardes. Les couleurs sont ultra présentes alors qu'elles l'étaient pas du tout avant l'épilepsie. L'épilepsie... Moi, il me fait voir des trucs magiques, hein. Ça me donne un peu des coups d'électricité, ça me fatigue, mais je vois des choses quand même bien dessinées, hein. Avec des couleurs qui jouent avec le spectre de Newton. Le jaune que je vois va devenir violet, le vert que m'offre la réalité quotidienne va devenir rose. Et puis j'ai vu que je ne voyais pas avec mes yeux. C'est très étrange ça aussi. C'est là aussi où je suis rentrée dans un autre monde qui s'appelle le cerveau et sa magie. Et là, je suis tombée sur des articles de neurosciences avec les aveugles, des gens qui n'ont jamais vu et qui ont des hallucinations. Là, je me suis dit, effectivement, oui, parce qu'il y a eu une curiosité de ma part pour ne plus en avoir peur. En tout cas, moi, j'ai besoin de connaître plein de choses pour ne plus avoir peur. Je connaissais que c'était déjà la maladie. La maladie ne m'a jamais fait peur. Et pour l'avoir côtoyé avec d'autres personnes et essayer aussi d'amener ces personnes-là à faire le deuil d'une certaine chose, j'avais déjà travaillé un petit peu. Et que je me suis dit tout de suite, assez vite, je me suis dit, si je me vois plus comme une épilepsie, comme l'épileptique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis réduit à des symptômes, ce qui n'est pas possible, enfin, qui ne serait pas de bonne foi. Oui. De bonne foi. Voilà, le changement interroge toujours. Et je trouve que ce qui m'a fait beaucoup grandir, ça va être par rapport à l'épilepsie, avec les ateliers thérapeutiques. Parce que donc j'y suis allée, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et je trouve que c'est une manière vraiment de faire, déjà de ne pas se sentir seul face à un espèce de tsunami. Et à ça permet de prendre du recul à travers les témoignages d'autres personnes qui mettent en place des systèmes de compensation pour vivre avec la maladie. Hein. Et tout de suite, on comprend que du coup, ils ont compris qu'il fallait vivre avec cette maladie et qu'il n'en était pas une, parce qu'on est tous, pour le coup, on était très, très différents dans ce que j'ai vu. Ça permet aussi de relativiser son cas. On parle bien des ateliers thérapeutiques de l'hôpital de la Timone. Oui. Et c'était des ateliers artistiques. Ah non, les ateliers thérapeutiques, c'est à l'initiative des soignants. Permettent un peu de casser aussi, je crois que les blouses blanches et les malades, c'est une manière aussi d'échanger et que le malade peut aussi donner son avis sur des choses. Et c'est simplement aussi, je dirais, une réduction des risques aussi. C'est une manière vraiment de ne plus avoir peur. Et je me rappelle aussi que une fois, vous m'avez dit que vous voulez pas justement vous cacher derrière la maladie et que c'est important de voir la maladie comme une entité détachée de la personne. Ouais. Et ça m'a vraiment marqué ça parce que aussi les systèmes actuels, je trouve que ça nous donne un peu une catégorie de la maladie, ça nous assigne une boîte. Ouais. Et après, du coup, on se cache effectivement un peu derrière cette catégorisation, cette labellisation. Et après, c'est facile aussi de s'empêcher de faire certaines choses juste parce que on dit ok, si je suis épileptique, je peux pas faire ça, je vais pas avoir les capacités. On était aussi sur un message tordu et les acteurs sont là, le corps et la tête. Et à partir de là, on peut plus trop se cacher, hein. Alors, peu importe l'âge au fond, c'est que la toute puissance s'envole, quoi. C'est pas mon esprit qui me dit qui retourne mon estomac, c'est pas ma volonté. Il y a eu tout un chemin, tout un cheminement à accepter. Ça s'est pas fait tout seul. J'ai voulu même, j'avais des moments où je voulais arrêter les médicaments pour voir où j'étais, moi. Parce que je pouvais pas admettre ça. Je ne pouvais pas l'admettre. C'était surtout parce que ça venait vraiment altérer toute ma croyance, tout mon mécanisme de défense. Mais en même temps, ça devenait aussi mon tombeau.
Donc en fait, tout ça, bing, le truc qui tombe dessus. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis. Et puis comme tu deviens acteur de ta vie un peu plus, par la force des choses, le corps qui était lourd est devenu comme un allié. Parce qu'il a bien fallu que je le soigne, ce corps. Donc je dirais que l'épilepsie, ça a été aussi le début du soin. Avec tout ce que ça comporte comme résistance. Hein. Parce que la résistance, ça va aussi avec résilience. Mais l'épilepsie, c'est ça aussi, c'est un travail. C'est un travail. Et c'est pour ça aussi que le voir à côté de soi ou de savoir qu'on vit avec ça, c'est pas être. Ça. Parce que sinon, je veux dire, on n'est plus en mouvement, on est mort. Hein. Je me serais dit épileptique. Alors, bien sûr, j'aurais pu me cacher derrière ça. Parce que moi qui étais une anxieuse et qui le suis encore, hein, mais bon, je me soigne. Il y a eu des moyens où cette posture de malade est très intéressante pour moi. Elle était intéressante. Passivité, on revient un peu dans les jupes de sa mère. Il y a eu un face-à-face que j'ai eu, puis que j'aurai encore, hein, parce que toute ma vie, c'est ça, en fait. C'est une épreuve, t'amène à revisiter ta forme ou la forme des autres, ou mieux connaître la maladie. Enfin, je sais pas, après, ça devient comme un jeu, quoi. C'est une phrase qui ne m'a plus quittée, c'est « Armelle, il y a des choses sur lesquelles on a prise, sur d'autres pas. » Donc voilà, ça a été un médicament contre l'hypercontrôle. Et c'était aussi une manière de me voir entière. Mon regard dans le miroir a changé aussi. Avant, je ne voyais qu'une partie de moi, que je déformais forcément. Maintenant, il y a une unité. Donc voilà, l'épilepsie m'a aidé à ça aussi. J'ai vraiment une sorte de fascination vers l'épilepsie. Ouais. Fascination, ce que c'est que le cerveau. Pour le cerveau, du coup pour votre corps encore. Ouais. Comme si l'épilepsie vous a presque fait réémerveiller de votre corps. Oui, il y a eu une réparation. Alors, est-ce que j'ai besoin de sublimer tout, moi, peut-être. Mais il y a toujours eu cette quête du soin, de progresser. Et enfin, ça me fait bizarre de me faire des compliments, mais non, très bien. Mais je crois que c'est ça en fait qui me sauve à chaque fois. C'est le challenge. J'ai pris conscience de l'importance d'être acteur face à son diagnostic, face à un diagnostic. Et j'ai voulu vraiment le matérialiser ou en tout cas le transmettre quand j'ai été conseillère en insertion professionnelle avec un public handicapé. Alors je faisais aussi bien ce travail-là avec la famille que l'enfant. Enfin l'enfant, c'était des personnes de 16 à 25 ans. Et l'atout majeur, c'était vraiment de leur faire comprendre qu'ils étaient acteurs, quoi. Ils avaient le droit de poser des questions, qu'ils faisaient équipe avec leur médecin pour noter, avoir une espèce de cahier pour permettre vraiment de ne pas vivre dans la peur ou de se sentir comme un cobaye, comme j'ai pu entendre. Parce que beaucoup pensent qu'ils ne sont pas légitimes à poser des questions devant un médecin. Du coup, vous direz justement à qui nous écoute d'essayer de comprendre plus. Ça vous appartient. C'est votre maladie, enfin c'est une maladie qui s'est invitée chez vous, elle vous appartient, mais mieux la cerner, c'est aussi lui faire moins de place. Plus tu la connais, moins elle va t'envahir en fait. Merci beaucoup Armelle pour ce témoignage d'aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant et je pense que ça va nous faire plaisir, nous, à l'équipe déjà, quand on travaille avec les patients et aussi aux autres atteints d'une épilepsie ou avec des personnes dans les familles qui sont épileptiques parce que c'est vraiment un gros témoignage. Vous avez dit beaucoup des choses intéressantes. Merci beaucoup. Merci à vous Sarah et à toute l'équipe de Brainwave. Au revoir. Au revoir.